pour un nouveau numéro de Rencontre avec l'auteur. Aujourd'hui, je vais vous présenter Charles Grand Tchagneno Téné, un journaliste qui prépare en même temps son doctorat en psychologie, c'est ça, monsieur? Psychologie du travail des organisations. Voilà, parce que vous êtes aussi vous êtes un conseiller en orientation. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente le livre de Charles Le Grand Tchagneno qui parle du développement, le développement en Afrique, des problèmes et solutions. Et des problèmes et perspectives de solutions, préfacé par Guy Parfait Sangué. Alors, monsieur Charles Le Grand Tchagneno Téné, votre livre s'intitule Le développement en Afrique. Alors, parlez-nous déjà de ce que vous entendez par développement en Afrique, tout simplement. Je conçois le développement comme tout changement amélioratif, tout changement positif qui peut intervenir dans la vie d'une société. Et dans ce sens, j'épouse la perspective du philosophe camerounais Djomele qui estime que le développement, c'est pas quelque chose d'achevé, c'est pas quelque chose de fini. On n'atteint jamais le développement. C'est un combat perpétuel, c'est une reconstruction parce que l'atteinte d'une étape dans le processus de construction sociale doit déboucher sur de nouvelles exigences et mettre immédiatement l'homme en route pour chercher à atteindre cette nouvelle exigence, ce nouveau objectif. D'accord. Et il y a autre chose que j'ai envie de comprendre avant de continuer à vous poser des questions, c'est que vous êtes journaliste, donc vous n'êtes pas économiste, et vous êtes permis, comme tout Africain intellectuel, d'écrire un livre sur le développement en Afrique. Alors je voulais savoir en quoi ce livre sera différent de ceux des autres, parce qu'il y a tellement de livres qui parlent du développement en Afrique. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans vos écrits, ou dans vos solutions? Oui, disons, beaucoup de choses ont été dites sur le développement en Afrique. Déjà, je ne définis pas mon livre comme c'est un essai, c'est une réflexion, c'est pas un ouvrage d'économie en tant que tel. Je le définis comme une réflexion qui se sert, qui sans doute se sert également des questions, pose en fait réfléchir sur des questions qui peuvent être économiques, mais qui sont aussi davantage politiques. Mais c'est une réflexion, justement, une réflexion de jeunes qui, peut-être il faut rappeler la jeunesse du livre, qui est née dans un contexte où au départ j'ai émis l'idée auprès d'un certain nombre d'amis dans un contexte de conflit post-électoral en Côte d'Ivoire et de guerre en Libye. J'ai émis l'idée, voyant comment la jeunesse africaine était divisée sur la question, sur ces conflits-là, de faire un ouvrage collectif pour opposer les pour et contre l'interventionnisme qu'on a observé à cette période. Et c'est justement devant le refus, parce que certains de ses amis, c'était des gens qui intervenaient au quotidien à la télévision, dans des chaînes de télévision pour dire s'ils sont pour ou contre. Mais c'est devant leur refus de proposer des analyses profondes que je me suis mis en route. Bon, en cours de route, la réflexion a été orientée vers le développement de façon globale, parce que c'est une question justement qui posait en même temps en arrière-fond l'idéal du développement de l'Afrique. Vous avez sorti tous les problèmes qui entraînent de plus en plus ce développement en Afrique. Vous les avez ressortis de manière, on va dire, tous azimuts, comme vous avez écrit vous-même. Alors je voulais savoir, si vous fallait hiérarchiser ces fléaux, vous commencerez par quoi? Je pense quand même qu'il y a une certaine chronologie à suivre quand on veut sortir, trouver des solutions sur un cas aussi important. Oui, je comprends tout à fait votre préoccupation. Mais moi, je dirais le souci, la vocation, notre vocation dans ce livre n'était pas celle de prioriser ou bien de hiérarchiser les problèmes liés au développement. Parce que nous pensons qu'il n'y a pas de frontière, bien qu'il n'y a pas de frontière étanche entre ces problèmes. C'est des problèmes qui doivent être attaqués de façon systémique, parce que c'est des problèmes qui s'influencent les uns les autres. Et à notre avis, la première démarche pour attaquer ces problèmes passe par l'éducation. Et je l'ai dit dans le livre, il faut
que l'Afrique repense son système éducatif, un système qui est fait pour le bien-être des Africains d'abord. C'est à ça qu'il faut penser en premier lieu. Et si on résout ce problème d'éducation, je crois qu'on aura fait la moitié du chemin, parce que beaucoup de jeunes Africains grandissent dans l'ignorance totale de leur histoire. Oui, surtout de les sensibiliser, je veux dire. C'est plus les sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'Africain n'est pas assez sensibilisé sur ces questions, ces fléaux. Oui, au-delà de la sensibilisation, de les amener à s'approprier de leur histoire, de les amener à s'approprier de ce qu'ils sont vraiment, de les amener à s'approprier des valeurs qui sont celles de l'Afrique, parce qu'on a très vite amené l'Africain à penser que ces valeurs culturelles, c'est de la tradition avec une connotation péjorative de tradition. Et dans cette mouvance-là, on a tendance à importer des tares de l'ailleurs qu'on promeut comme des valeurs. Et qui sont les enseignants? C'est les politiques éducatives. Les enseignants enseignent ce qu'on leur demande d'enseigner. Pas forcément, je pense que vous n'êtes pas politique, mais vous avez déjà écrit un livre. Ben justement, il faut peut-être écrire, mais au-delà de l'écriture, il faudrait que les gens qui sont censés de mettre en œuvre des politiques puissent s'approprier de ces écritures-là et de les faire approprier par des plus jeunes. Moi, je pense que, comme je le disais, c'est un combat systémique. Les écrivains doivent écrire, ceux qui ont des idées, ceux qui ont des réflexions là-dessus, ils doivent le proposer, essayer à travers des émissions comme celle que vous proposez, sensibiliser un maximum de personnes. Mais il faudrait qu'à chaque niveau, chacun puisse s'approprier de cette histoire, qu'on puisse l'enseigner aux enfants pour qu'ils grandissent dans la conscience de leur situation. Sauf que le monde évolue, il s'est implanté, ou alors aujourd'hui nous vivons dans ce qu'ils appellent le modernisme. Mais est-ce que ce modernisme rime avec ce développement-là, cette sortie de développement en Afrique? Absolument. Moi je pense que la question de modernisme, et je vais encore faire référence à John Mele, qui est un peu mon maître à penser là-dessus, c'est que dans ce qu'on a appelé modernisme, la façon de vendre le modernisme aux Africains n'a pas été bien pensée. On leur vend le modernisme en leur faisant croire que leur propre valeur, c'est de la tradition. Or, je me pense que le moderne, c'est l'actualisation des valeurs. Ce qui doit importer, c'est les valeurs, l'humain étant au centre des valeurs. Dans nos cultures, qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement humain dans nos cultures? Qu'est-ce qu'il y a de valeurs humaines qu'on peut promouvoir et qui est universelle? Parce que les valeurs sont universelles. Donc, c'est ces valeurs-là qu'on doit actualiser, adapter au contexte actuel, au monde actuel, parce qu'on est dans un monde où les barrières se sont ouvertes. C'est ces valeurs qu'on doit adapter au monde actuel qui doivent être appelées modernes. Donc, nos traditions, nos cultures traditionnelles ont des valeurs qui peuvent être modernisées. Est-ce que l'Afrique devrait... adopter les critères de développement que nous impose l'Occident? Déjà, c'est quoi les critères de développement en Afrique? Je ne vais pas me mettre à énoncer les critères de développement en Afrique. Je ne suis peut-être pas mieux placé pour le faire. Mais sur la question de savoir, est-ce que l'Afrique doit adopter les mêmes critères de développement que l'Occident? Je pense que l'expérience a montré qu'il ne peut pas avoir de critères universels de développement, déjà même en Occident. Quand vous avez étudié, je crois que les premiers échecs, l'échec du développement en Afrique, les premiers échecs du développement post-indépendance sont nés justement du fait qu'on a voulu, à partir des étapes de développement de Rostow, appliquer ce qui s'était passé, ou bien ce qui s'était passé en Occident, en Afrique, et cela a entraîné ce que ça a entraîné avec les éléphants blancs et autres. Le développement doit être adapté au contexte. Et pour qu'on l'adapte au contexte, il faut qu'on comprenne quels sont les besoins de l'Afrique. Est-ce que les besoins de l'Afrique sont ceux de l'Occident? Que ce soit en termes matériels ou autres, mais est-ce que les besoins de l'Afrique sont ceux de l'Occident? Ça doit être la question. Et je pense que les politiques devraient penser en ces termes davantage que de solliciter. Et c'est le problème justement que rencontre également l'aide au développement. Pourquoi l'aide au développement contribue plutôt à plomber le développement de l'Afrique? Parce que justement, on dépense plus à rembourser les aides qu'à profiter de ces aides-là. Est-ce que l'Afrique a besoin d'aide pour se développer? Quand vous voyez, quand on parle de l'indice de développement, on vous parle
$1 par jour, je crois, Par habitant, par jour, en Afrique, les gens vivent avec moins $1 par jour. Mais est-ce que, je veux parler prosaïquement, est-ce que ma maman qui est au village, qui fait son agriculture de subsistance, a besoin $1 pour vivre par jour? Non. Souvent, ces $là peuvent rester dans son portefeuille pendant 2 mois, 3 mois sans qu'elle l'utilise. Vous voyez donc que les problèmes ne sont pas exactement les mêmes. Et tant qu'on n'a pas c'est pour ça qu'il faudrait tant qu'on n'a pas adopter compris qu'on a besoin d'autre chose, les adapter. on va toujours buter. Est-ce que la démocratie, finalement, ne serait pas un frein, justement? Est-ce qu'elle est adaptable à notre culture en Afrique? Je pense que la démocratie telle qu'elle est vendue en Afrique est également une vue de l'esprit. De toute façon, moi je ne crois pas à la démocratie, elle n'existe nulle part. Telle qu'elle est définie littéralement, elle n'est pas applicable. Et là où il y a même eu des tendances, on pourrait dire qu'il y a eu des semblants de démocratie, c'est des États qui ont été qualifiés de dictature. Et je prends l'exemple de la Libye, où justement c'est des chefs de communautés, de tribus qui dirigeaient. C'était vraiment un gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple. Oui. Sauf que bon, à la tête, on avait un individu ou bien un chef qui ne plaisait pas à l'Occident, on l'a qualifié de dictateur. Donc je pense que la démocratie, telle qu'elle est vendue en Afrique, qu'on a conditionné, en fait, en 90, vous vous souvenez du discours de la Baule avec Mitterrand en 90, qui conditionnait l'aide au développement de l'Afrique par la démocratisation. Mais on se rend compte que dans la pratique de la démocratisation, l'Occident vient cautionner l'élection des chefs d'État et le lendemain il revient, c'est le même Occident qui revient dire que les chefs d'État ont été mal élus. Finalement, c'est quoi la démocratie? Est-ce qu'il ne faut pas repenser un système politique propre à l'Afrique pour sortir justement, pour l'aider à sortir du sous-développement? Et comme je dis toujours, c'est des débats qu'on entend depuis 50 ans. Qu'est-ce qu'on va mettre en place alors maintenant pour que des solutions commencent, que ça commence à se voir, que ça se concrétise? C'est ça. Des livres comme ceci, c'est très bien. Je trouve que déjà, justement, je voulais vous poser une question sur ce que vous avez dit dans votre ouvrage. Vous proposez une mutualisation des énergies, c'est-à-dire une Africaine unie. Vous pensez que c'est possible avec l'Union africaine qui déjà n'est pas très homogène? Ah oui, je pense que c'est vraiment possible et je crois que ça me permet de revenir sur le cas de la Libye. Pourquoi justement la Libye, laquelle a été fomentée en Libye pour éliminer le chef d'État Kadhafi, c'est justement parce qu'il avait des ambitions pour l'Union africaine. Moi je pense que pour que l'Afrique puisse être forte, pour que l'Afrique puisse sortir de ces situations, ou bien je vais toujours revenir sur cette dépendance qui plombe son propre développement, qui l'empêche de penser pour elle-même, il faut qu'elle mutualise ses efforts. Ça, c'est un passage obligé pour le développement de l'Afrique. Vous imaginez-vous l'Afrique dans son partenariat avec la Chine aujourd'hui? La Chine se positionne, me semble être un meilleur partenaire pour le développement économique de l'Afrique avec plus d'1,5 milliard d'habitants. Et l'Afrique qui, d'ici 2020, aura atteint, je crois, 500 millions d'habitants. Les deux continents à eux seuls, en fait, la Chine et l'Afrique constituent le plus grand marché du monde. Que vous évoquez France-Afrique? Et la France-Afrique, c'est quelque chose à bannir. On ne saurait, et c'est pour l'une des raisons pour lesquelles le président Gbagbo a été honni par l'Occident, c'est qu'on ne saurait parler de relations entre un pays et un continent. On doit parler des relations, doivent être des relations bilatérales. Un pays ne peut pas, tout un continent ne peut pas entretenir des relations bilatérales avec un seul pays. Ça, c'est à la rigueur de la nappe politique. Donc, je pense que c'est des choses dont on devrait, sans délai, auxquelles on devrait mettre fin sans délai. N'est-il pas important finalement de nous trouver nos propres termes, c'est-à-dire, je vais dire, des synonymes des mots tels que démocratie, indépendance, développement, mais des mots vraiment adaptés à notre contexte? Je pense que, en réalité, les mots n'ont de sens que ce que l'on veut leur donner. Donc, le débat n'est pas sur le mot, mais c'est ce qu'on met dans les mots. Et je pense qu'il est important, certainement, de repenser, comme je l'ai dit tantôt, un système politique qui épouse fondamentalement nos propres valeurs et qui nous permettent de
nous vendre aussi à l'international. Ce n'est pas une question de changer de mot, c'est une question de changer peut-être de paradigme, c'est une question de changer de façon de penser au-delà de simples mots. Alors, si vous faites une rétrospective sur les 20 dernières années, peut-on dire que l'Afrique est en voie de développement, où les choses évoluent, les choses ont changé positivement? Oui, je crois que quand on jette un regard en arrière, quand on voit d'où on est parti, il y a des raisons de penser que les choses changent. Du moins, ne serait-ce qu'au niveau des mentalités. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, justement parce que en observant la jeunesse, en écoutant la jeunesse dans les rues africaines, on se rend compte qu'ils prennent conscience de quelque chose. On sent que ça bouillonne dans les intelligences et on sent qu'il y a une volonté de changer. Et comme je le dis, pour conclure le livre d'ailleurs, je dis la roue est en train de tourner et rien ne sera plus jamais encore avant. Et quand on voit les derniers déploiements, les derniers conflits armés en Afrique, on se rend compte justement que cette perspective effraie l'Occident. Et c'est pourquoi ils reviennent comme à l'époque de la colonisation, c'est-à-dire que ce n'est plus de façon insidieuse qu'ils cherchent à recoloniser l'Afrique comme ça s'est passé pendant les 30 premières années après les indépendances. Ils reviennent ces dernières années avec beaucoup plus de puissance pour influencer, pour amener les gens à ne pas penser ce qu'ils sont en train de... En fait, à ne pas exprimer ce qu'ils sont en train de penser. Sauf que justement... ce n'est plus possible. Les choses sont lancées et il en sera ce qu'il en sera. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Il a été édité par Publibook. Par Publibook, justement, qui a une et on se le procure. Je crois que le moyen le plus facile de s'en procurer, c'est à travers il est référencé sur de nombreuses plateformes, en ligne, donc chez de nombreux libraires en ligne. Et sur le site de l'éditeur, ça peut se commander. Il peut se commander sur la majorité des sites de vente de livres en ligne français. Il suffit juste de taper le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage. Combien de livres avez-vous à votre actif? Le développement en Afrique, c'est le 4e. Ah bon? Parlez-nous des 3 autres. Le tout premier, il a été publié en 2011 et c'est un rapport d'enquête en fait sur le veuvage au Cameroun. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui justifie les résistances au changement auprès des veuves qui sont souvent qualifiées par des organisations internationales, par les organismes de défense des droits de la femme comme des victimes de cette pratique. Pourquoi celles qui sont considérées comme des victimes résistent quand on leur propose des mesures pour alléger ou pour... Ça, c'est l'objet de notre débat. Et le deuxième, c'est un recueil de poèmes, il est là, Demain l'Afrique. Il a été publié aux éditions L'Harmattan, qui peut se commencer un recueil de poèmes qui traite toujours des questions de développement en Afrique. Mais de manière douce, parce que c'est une poésie. Oui, c'est une poésie, justement. Ouais. Et le troisième, c'est un roman qui s'appelle Tourment. Et même s'il s'agit d'une histoire romancée où on peut trouver... Mais c'est en quelque sorte une situation, des tranches de vie en Afrique et qui s'enracine toujours dans ces questions de développement, qui pour moi est un combat qui doit être le combat de tout jeune Africain en fait. Je vous remercie infiniment de nous avoir présenté votre ouvrage et vous avez toutes les meilleures pensées de l'équipe Rencontre avec l'auteur. Et Roots TV vous accompagne aussi. C'est moi qui vous remercie avec toute votre équipe de m'avoir invité à votre émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous invite à continuer à suivre le programme sur Roots TV et vous dis au revoir, à bientôt.